Premier invité du 7-8 ce soir, Christophe Hiléré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce interdépartementale d'agriculture en Ile-de-France. Pas de commerce. Vous m'arrêtez, de la Chambre, voilà, Chambre d'agriculture, pardon, interdépartementale en Ile-de-France. Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée mardi, Jean-Marc Ayrault a annoncé la création d'une loi cadre pour une agriculture diversifiée, durable et performante. Mais il faudra attendre le second semestre 2013 pour en savoir plus. C'est la date de sa préparation. Les agriculteurs en attendent quoi de cette future loi cadre ? Rien. C'est-à-dire que ça fait la dernière loi de modernisation agricole date d'il y a 1 an et demi, et ça devient très très compliqué en fait pour le monde agricole de se positionner par rapport aux volontés politiques, puisque à chaque changement de gouvernement, on a une nouvelle loi qui sort. Je voudrais rappeler simplement que l'activité agricole c'est un cycle long, c'est-à-dire qu'entre le moment où on sème une graine et on la récolte, c'est quand même une année, et quand on élève des animaux, ça peut être encore même plus long que ça peut être 3 ou 4 ans. Et quand on a des politiques qui changent en fait absolument en permanence, ça devient très très compliqué en fait à se positionner pour le monde agricole. Pour vous, ce changement de loi ne répond à aucune logique. C'est juste défaire ce qui a été fait par le précédent gouvernement, en fait. Bon, je pense, entre autres, ça c'est, je pense qu'il y a ça, et puis de vouloir inscrire en fait une volonté à un moment donné par rapport à une activité qui est l'activité agricole. Mais bon, je veux dire, on peut travailler intelligemment sans forcément prendre une loi. Voilà. Alors il y a cette loi, et cette loi elle se justifie par le fait, en tout cas du point de vue du gouvernement, qu'il y a la PAC, la politique agricole commune aussi, qui va être réformée en 2014. Ça s'inscrit dans une certaine logique, selon vous? Et puis cette PAC non, aussi, justement, la logique devrait être inverse, c'est-à-dire que la politique agricole commune devrait, elle, être la ligne directrice qui permette derrière de mettre en place des lois dans les différents pays pour mettre en application cette politique agricole commune, qu'on espère encore commune. De votre côté, avec la Chambre interdépartementale d'agriculture en Ile-de-France, vous avez interpellé pendant la campagne les candidats aux élections législatives sur des points précis, notamment sur la pérennisation des activités à la périphérie des villes. En fait, c'est la périurbanité qui vous inquiète. C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est de composer avec les villes, en fait. Pas qui nous inquiète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une activité, développer de l'activité agricole en proche périphérie des villes devient extrêmement compliqué. C'est un combat permanent avec les citadins. Alors, les citadins, avec les collectivités, avec les aménageurs, puisque en fait on voit souvent malheureusement les terrains agricoles qui sont notre premier outil de travail uniquement comme un consommable qui permet de faire du développement soit en termes de logement, soit en termes économiques, et malheureusement peu pensent que sur ces terrains c'est pas uniquement de la nature, c'est aussi un moyen de faire vivre des familles et puis et de créer des emplois. Même en Ile-de-France. Absolument. Voilà, parce qu'on pense aux territoires forcément un petit peu éloignés, mais à la périphérie de nos villes, de Saint-Quentin, du département, forcément, on cultive, on travaille également. C'est 45% du territoire et est encore agricole en Ile-de-France. Et puisque vous donnez un pourcentage, je vais en donner un autre, 2% en moins chaque année de surface agricole en Ile-de-France. C'est ce que vous annoncez? C'est 2000 hectares à peu près par an, c'est l'équivalent d'une commune qui disparaît en permanence, et à l'échelle française, c'est 26 mètres carrés qui disparaissent chaque seconde, et c'est un département tous les 7 ans. Et c'est la même situation dans tous les départements de l'Île-de-France, où il y a des endroits où... C'est plus présent, bien évidemment, plus on s'approche de l'agglomération parisienne. Et, par exemple, les Hauts-de-Seine, il n'y a plus d'agriculteurs maintenant depuis 10 ans dans les Hauts-de-Seine. Et le département des Yvelines à côté de ça? Non, le département des Yvelines, c'est encore à peu près 600 à 700 exploitations, quoi. Faut-il conserver des terres agricoles près des villes? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. Écoutez. Oui, bien sûr, c'est important d'avoir des terres agricoles. Ça serait bien qu'on puisse assurer notre propre consommation en local plutôt que de faire venir d'Espagne ou n'importe où, de très loin en tout cas, et de polluer la planète plutôt que le produire en local. Mais bien sûr, si c'est la mort du paysan, c'est la mort de la France, hein. C'est clair. Je pense, ouais, parce que bon, ça permet aussi que tout ce qui est produit localement, au niveau tout ce qui est transport et tout le reste, ça réduit notamment les coûts de frais pour les consommateurs à l'arrivée, principalement. Ainsi que tout ce qui est pollution, tout ça, ça réduit aussi. Maintenant, faut construire, il n'y a pas assez de logements. Voilà, faut construire beaucoup. Les gens, ils couchent par terre, dehors, là. Ils n'ont pas assez de logements. C'est bien d'avoir la production pas très loin de la consommation. Et puis ça met un peu de ruralité dans un monde qui en a un peu besoin. Je pense que notre vie urbaine, nos enfants ont besoin de savoir ce que c'est qu'une vache et un lopin de terre, et comment on élève comment on fait pousser des tomates et des carottes. Je pense pas que ce soit dérangeant près des villes. À partir du moment où on n'utilise pas trop de pesticides, il n'y a pas de raison que ce soit dangereux pour les villes. Ah oui, moi je veux qu'on en garde près des villes. Je suis d'accord. Oui, parce que, comment dire, il faut que la nature entoure les villes. Les villes sont tentaculaires et ça me désole que la nature disparaisse.
Alors vous devez être plutôt content à l'écoute des réponses. Globalement, on va dire 99% des gens que nous avons rencontrés soutiennent l'agriculture. Ils veulent encore des terres agricoles aux portes de leur ville. Mais ce qui est assez rigolo dans les témoignages là qui sont annoncés, c'est que beaucoup fantasment l'agriculture, c'est-à-dire ont une vision qui n'est pas forcément la vision réelle de l'activité agricole au jour d'aujourd'hui. Et c'est assez rigolo de voir le décalage qu'il peut y avoir. Mais par contre, effectivement, on a la même ligne, c'est-à-dire que pour nous, pour pouvoir produire, nourrir, et ça veut dire qu'il faut un outil de travail et ça peut pas des fraises hors sol, ça marche, mais c'est un modèle qui n'est pas forcément souhaitable, quoi. Mais il y a un conflit parce que forcément entre les citadins et puis également les paysans, les exploitants agricoles, on a entendu dans le micro-trottoir, les gens dorment dehors. Il faut construire des logements, il n'y a pas assez de logements. C'est-à-dire que nous, on est un peu témoins malheureusement d'un changement de la société et notamment avec de plus en plus de familles monoparentales et donc vous en êtes les victimes. On en est absolument les victimes puisque chacun veut avoir son logement, etc. Et à un moment donné, chacun veut avoir aussi son lopin de terre, son bout de gazon, etc. Or, malheureusement, on n'est pas dans des pays comme aux États-Unis où les espaces sont à perte de vue. On est un petit pays et à chaque fois qu'on consomme pour un bout de terrain, pour une entreprise sur lequel on va avoir besoin des espaces verts autour, etc. C'est du potentiel de production et de nourriture qui disparaît, quoi. On parle de ce rapport entre la campagne et la ville et justement les citadins parfois considèrent mal ou en tout cas ne font pas attention. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais vous êtes victime aussi de dégradation au quotidien. C'est-à-dire que quand on vient dans les campagnes, quand on est citadin, c'est un terrain de jeu un petit peu la campagne. Absolument, je pense que c'est dû notamment à une éducation qui a disparu, c'est-à-dire que autant la génération aujourd'hui qui a 50, 60 ans était beaucoup originaire du monde agricole, aujourd'hui on a passé un cap, on a une nouvelle génération et qui ne sait plus ce que c'est que du blé, confond du blé et de l'herbe, ne sait pas que par exemple pour avoir du lait il faut qu'une vache ait un veau, etc. Enfin des choses qui paraissent du b.a-ba aujourd'hui mais qui aujourd'hui ne sont plus des évidences pour bon nombre de la population et donc ce qui engendre à certaines fois un non-respect de ces territoires-là, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être en pleine nature et donc la nature appartient à tout le monde alors que nous c'est notre activité, c'est notre portefeuille à un moment donné et donc une moto ou un 4x4 qui va traverser un champ de blé, c'est autant de pertes en fait pour les exploitants. Donc aujourd'hui vous demandez quoi aussi au gouvernement, au-delà de la loi dont vous ne voulez pas pour 2013 dont on parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui les demandes sont sur ces points précis-là notamment, d'avoir des lois plus sévères par exemple. C'est pas forcément des lois plus sévères, mais c'est qu'à un moment donné on a des territoires qui fonctionnent de façon complètement différente sur le plan agricole que des territoires en province et ce que l'on demande c'est d'avoir une reconnaissance de ces territoires comme la montagne a une reconnaissance du handicap naturel, nous on a un handicap artificiel et ce qu'on demande c'est une véritable politique. Ça ne veut pas dire forcément de l'argent public, mais ça veut dire à un moment de déployer une véritable politique pour pouvoir avoir une agriculture qui soit performante, qui réponde aux aspects sociétals en région Île-de-France. Quand on n'a plus d'abattoirs, on n'a plus de laiterie, on n'a plus de... C'est-à-dire que toute l'industrie de transformation, alors quand les consommateurs disent il faut absolument en région parisienne que la production puisse aller directement au consommateur, sauf que quand vous n'avez pas d'abattoir entre les deux, comment vous faites? Sauf que quand vous n'avez plus de moulins entre les deux ou de laiterie, vous n'êtes pas en capacité d'avoir des filières courtes. Et malheureusement, en Île-de-France, aujourd'hui, il n'y a plus d'abattoirs, il n'y a plus de laiterie, il y a de moins en moins de meuniers, donc il y a un véritable problème. Est-ce qu'il faudrait aussi plus de zones protégées, de zones agricoles protégées? Pas forcément, parce que moi j'ai pas envie de finir dans une réserve d'Indiens, c'est-à-dire que et d'avoir des fermes type ferme de Marie-Antoinette qui soient des fermes modèles mais qui n'ont pas d'existence proprement dit économique. Alors je sais que Marie-Antoinette est pas très loin d'ici, mais je sais pas si c'est forcément un modèle agricole à vouloir développer sur nos territoires. Nous ce qu'on a envie c'est des exploitations qui soient économiquement viables, qui produisent, qui répondent aux aspects de la société et puis aux enjeux de demain, puisque je rappelle que quand on va être 9 milliards de personnes sur la planète, il va falloir trouver des terres et on n'en a pas partout sur la planète qui sont en capacité de produire de l'alimentation. Et aussi la certitude, lorsque vous vous lancez dans ces exploitations, de pouvoir les garder un certain nombre d'années. Bien évidemment. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas et je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, pour reprendre une exploitation agricole, c'est des capitaux qui sont absolument énormes pour un revenu qui est souvent relativement faible et donc qui n'est pas forcément très sexy aujourd'hui auprès des jeunes d'aller s'installer en. Parce que quand ils s'installent, on leur précise que du jour au lendemain, on va dire presque sans caricaturer, qu'on peut reprendre leurs terres pour construire justement ces fameux logements. C'est souvent le cas en Île-de-France et avec une pression urbaine qui est de plus en plus importante et qui met une incertitude sur l'activité. Oui. Et c'est donc ça aujourd'hui votre priorité en Île-de-France en tout cas, mais au national aussi, mais pour la Chambre au niveau de l'Île-de-France. Il y a une autre information qui a été annoncée cette semaine. Au-delà de la loi cadre dont on parlait, il y a aussi le revenu des agriculteurs. Ils auraient progressé ces revenus en 2011, plus 3,8% en un an. Revenu moyen annuel, 32 500 € pour un actif non salarié.
Les choses ne vont pas si mal pour les agriculteurs. Est-ce qu'en Ile-de-France, c'est le cas aussi? 32 000 euros, bon, je veux dire, c'est un salaire... En tout cas, ça a progressé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au regard des 32 000 euros, les capitaux investis pour pouvoir décrocher 32 000 euros sont absolument conséquents. C'est-à-dire acheter des terres ou louer des terres, aujourd'hui, ça coûte excessivement cher. Et je ne vais pas vous cacher que la grosse difficulté, c'est pas forcément le niveau de revenu, c'est la variabilité du revenu. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, puisque aujourd'hui nos marchés sont mondiaux, eh bien, on peut avoir le prix des denrées qui flambe d'un seul coup, qui s'écroule le lendemain, les marchés pétroliers qui flambent et donc nos engrais qui vont augmenter aussi fortement. Enfin, voilà, c'est extrêmement compliqué puisqu'on est complètement plongé sur les marchés mondiaux. Et les récoltes de cette année? Pour l'instant, la moisson n'a pas débuté, sauf sur les escourgeons, donc les orges qui vont servir à la bière, entre autres. Mais la moisson va démarrer probablement prochainement et elle s'annonce plutôt pas mauvaise, vu la pluviométrie qu'on a eue jusqu'à maintenant. On espère en tout cas qu'elles sont bonnes. En fait, il y a une progression du revenu sur un an, donc plus 3,8%, mais c'est au niveau national et il y a de fortes disparités. Et là où c'est le plus difficile, c'est les grandes cultures céréalières. Et c'est principalement ce qu'on retrouve en Ile-de-France. Oui, absolument. Mais c'est complètement erratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une très bonne année il y a 2 ans. Il y a 3 ans, c'était absolument catastrophique. Et puis là, cette année, les prix ont tendance à se tasser, notamment à cause des marchés pétroliers, puisque le prix de nos intrants coûte de plus en plus cher, de tout ordre d'ailleurs. C'est-à-dire que vous preniez les engrais ou d'ailleurs la matière organique, faire venir des fumiers, etc., ça coûte très très cher. Une dernière question, on ne l'a pas précisé au cours de cet entretien, une exploitation type en Ile-de-France ressemble à quoi? Il n'y a pas d'exploitation type, il y a plusieurs types d'exploitation en Ile-de-France, mais effectivement la majorité des exploitations est tournée autour des céréales. Et pourquoi Paris est à Paris? À un moment donné, c'est parce que le bassin de production et les terres étaient très riches autour de Paris, c'est celle d'ailleurs qu'on construit aujourd'hui, mais Paris est à Paris parce que tout autour de Paris, les terres étaient excessivement fertiles et permettaient d'alimenter très facilement l'agglomération parisienne. Et c'est celle qu'on est en train de détruire par la consommation des espaces. On le sent avec votre venue sur le plateau, vous êtes très organisé, très structuré pour vous faire entendre auprès des instances, des pouvoirs publics. On est malheureusement plus nombreux. Alors il faut être organisé si on veut se faire entendre. C'est-à-dire que quand vous êtes plus que 2000 agriculteurs noyés dans 11 millions d'habitants, soit vous faut un gros mégaphone, soit avoir des bons réseaux pour vous faire entendre. Et ça peut aboutir par exemple sur le cruiser, le fameux pesticide utilisé et qui est à l'origine, donc puisqu'il a été interdit du déboussolement des abeilles, les abeilles qui ont du mal ensuite à retourner au bercail. Du coup, ça veut dire que c'est une bonne chose, le cruiser, par exemple, d'avoir obtenu ça? Je ne dis pas que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Ce qu'on a besoin, nous, dans le monde agricole... C'est une vraie victoire, vous voyez ça comment? Ni une victoire, ni une défaite. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin d'outils qui me permettent de gérer mon exploitation, d'outils qui soient chimiques, qui soient non chimiques, qui soient agronomiques. Mais il me faut des outils, c'est-à-dire que supprimer le cruiser sans avoir, d'un autre côté, trouvé des techniques agronomiques qui nous permettent d'endiguer un certain nombre d'attaques parasitaires est un véritable problème. Mais je ne suis pas forcément favorable au cruiser. Merci Christophe Hilaire d'être venu sur ce plateau, président de la Chambre interdépartementale d'agriculture en Ile-de-France. La suite du 7-8 avec la page éco et puis une séquence décryptage sur le logement étudiant. Juste après cette petite parenthèse, vous allez voir que du côté de Manille-les-Hameaux, on organise aussi des flash mobs. Ils dansent sur le parvis de la mairie de Manille-les-Hameaux, une flash mob, la première du genre dans la commune, proposée par un animateur de la ville. Et pour ce faire, ces danseurs d'un jour ont été avertis via les réseaux sociaux. Ça s'organise justement sur YouTube, sur Internet, où on fait passer les vidéos, on fait passer les messages bien sûr, et après justement c'est de bouche à oreille. On s'est dit que c'était l'occasion que jamais, avec un temps pareil, de s'amuser. Oui, moi c'est elle qui m'a embarquée en fait, qui m'a obligée. C'est bien qu'ils fassent ça à Manille, comme ça fait connaître déjà la ville. Et le principe super bien, parce que moi je connaissais pas. C'est David au début, il m'a dit flash mob, je ne sais quoi ça, et il m'a expliqué le principe, et c'est super sympa Et on devrait en faire plus souvent même. Et David Duseglio prévoit une autre flash mob l'année prochaine et il promet une plus large participation.